Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un update sur l'action ASML parce que c'est une entreprise déjà que j'aime beaucoup et surtout parce que ce jeudi avait lieu la journée investisseur où ils ont notamment parlé des perspectives business dans les prochaines années et ils ont présenté un update de leur forecast à horizon 2030 qui, spoiler, est en ligne avec ce qu'ils avaient présenté il y a 2 ans. Et donc, le marché a bien réagi à ce qui a été partagé puisque le prix de l'action a pris 7% jeudi. Et en fait, les craintes, elles étaient vraiment sur une potentielle baisse du forecast 2030 suite à la baisse de la guidance 2025 quand ils avaient publié Q3. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde rapidement ce qui a été partagé et ensuite, on va se faire un petit update de notre valorisation avec les dernières hypothèses retenues pour voir si l'action se paye cher ou si ça peut être éventuellement une opportunité. Petit disclaimer, toujours, je vous rappelle que je ne fais pas de conseil en investissement, que les conclusions des analyses que je fais, ça n'engage que moi et je vous invite toujours à faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Du coup, la principale annonce, c'est ça, c'est qu'ils projettent de faire en 2030 un revenu entre 44 milliards et 60 milliards d'euros. Ça fait une croissance entre 8, si c'est 44, et 14%, donc c'est vraiment pas mal, avec une marge brute entre 56% et 60%. Alors sur la croissance du revenu, ce qu'ils ont dit lors de cette journée, c'est qu'ils attendent en fait que l'IA soit le principal driver de la demande de semi-conducteurs dans les prochaines années. Je crois que j'ai vu 40% des ventes seront liées à l'IA jusqu'en 2030. Ils disent également qu'ils vont profiter de la concurrence accrue qu'il y a entre les fonderies, donc ceux qui produisent vraiment les semi-conducteurs, qui ne font que produire les semi-conducteurs. Et du coup, ces fonderies, elles se font vraiment la guerre pour les parts de marché et ils s'attendent à vendre du coup plus de machines, notamment les machines EUV, leurs machines de pointe, celles qui permettent de fabriquer les puces les plus avancées, pareil en lien avec l'IA, qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros. Et justement, c'est aussi ce qui explique l'augmentation de la marge brute parce qu'aujourd'hui, ils sont autour des 50% et là, ils prévoient entre 56 et 60% en 2030. C'est parce que les machines EUV, elles ont une marge brute encore supérieure aux machines d'EUV un peu plus standard. Et du coup, ils projettent d'en vendre plus, donc forcément, ça va faire monter la marge brute moyenne. Et ils ont vraiment parlé pendant cette journée de vouloir scaler la partie EUV parce que justement pour justifier les augmentations de prix alors même que le prix est déjà très élevé, il faut qu'ils améliorent la productivité de leurs machines. C'est ce qu'ils ont déjà fait et c'est ce qu'ils vont continuer de faire et c'est ce qui va justifier justement ces niveaux de marge. Alors côté allocation du capital, là aussi ils confirment la tendance. Moi c'est surtout l'évolution des CAPEX qui m'intéresse. Et là, on voit qu'ils projettent de réinvestir de manière significative dans leur business. Donc ça, c'est très bien. Donc on a 1,9 milliard d'euros de CAPEX en 2024 et on sera à 2,5 milliards en 2030 avec des dépenses de R&D toujours à hauteur de 15% du revenu. Alors, si on revient sur les CAPEX, ils n'ont pas donné de chiffres précis, mais d'après ce que j'ai lu dans leur rapport, je comprends qu'il y a assez peu de maintenance CAPEX, les investissements nécessaires pour maintenir juste l'outil productif, et que justement, c'est que quasiment des investissements qui vont servir à développer le business, les fameux growth CAPEX. Et pour moi, c'est peut-être le point le plus incroyable de leur business, c'est qu'ils sont littéralement les seuls à être capables de fabriquer des machines à lithographie aussi avancées qui permettent de produire les puces les plus complexes et ils continuent à étendre leur moat année après année en continuant à investir en interne pour justement consolider leur avance technologique. Donc ça me fascine personnellement et c'est assez fou d'un point de vue fondamental tant ils sont un peu seuls sur leur marché. Alors maintenant, si on prend les dernières hypothèses et qu'on fait notre tambouille
sur la valo. Qu'est-ce que ça donne exactement? Donc premier volet, c'est notre reverse DCF. Alors là déjà il faut que je vous explique ce que j'ai pris comme hypothèse et notamment ce que j'ai pris à la place des free cash flow que je prends habituellement. Alors je l'ai dit juste avant, moi je comprends que la grande majorité des capex d'ASML c'est des growth capex. Donc je pense que c'est pertinent de calculer ce que Warren Buffett a appelé les owner earnings, c'est-à-dire les bénéfices qui profitent à l'investisseur. Ce chiffre, il diffère légèrement des free cash flow dans le sens où on va retirer seulement les capex liés à la maintenance au cash flow opérationnel. Et ça veut aussi dire qu'il faut estimer les maintenances capex parce que c'est assez rare que l'entreprise donne ce chiffre puisqu'elle n'est pas obligée de le faire. Alors, je sais qu'il existe des méthodes pour les estimer, mais moi, j'ai pas trop envie de me casser la tête. Vu que je comprends qu'il y a assez peu de maintenance capex versus les growth capex, j'ai pris un pourcentage du montant des capex. J'ai estimé que ça représentait entre 10 et 20%, du coup j'ai pris 15%, et voilà, fin de l'histoire. Du coup, comme souhaité, ça nous donne quand même un chiffre qui est supérieur à celui des free cash flow, au moins sur les dernières années justement, où ils ont accéléré les investissements liés au développement. Et autre point, vous voyez que j'ai pris 5 milliards alors que ici on a 4,5 pour la simple et bonne raison que ici ce sont des chiffres sur les 12 derniers mois et que dans leur slide ils nous donnent un revenu 2024 attendu à 28 milliards versus les 26,2 milliards sur les 12 derniers mois. Du coup, ça fait quand même un gap. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé le résultat net et on a à peu près 500 millions, un demi-milliard d'écart entre les deux. Et du coup, j'ai rajouté ça au 4,5, un peu à la bourrin. Mais c'est ce qui nous donne du coup les 5 milliards ici. Avec ça, j'ai pris un WACC à 10% et un taux de croissance à long terme de 3%. Donc ça, c'est des choses assez standards. Et ça nous donne un taux de croissance de 20% par an dans les 10 prochaines années pour justifier le prix de l'action actuelle. Bon, là, l'observation, elle est assez simple. C'est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il donne justement dans cet événement investisseur en termes de croissance, entre 8 et 14% de croissance jusqu'à 2030. Donc là, 20%, on est bien au-dessus du meilleur scénario. Donc ça nous dit que l'action se paye plutôt cher. Deuxième méthode maintenant, valorisation par les multiples. Là, on regarde la valorisation aujourd'hui versus les 5 dernières années. Donc là, j'ai recalculé un price to free cash flow classique, ce qu'on voit ici, et une variante avec justement les owner earnings dont on a parlé juste avant pour être un peu plus proche de la réalité. Et j'ai aussi mis un PER parce que ça ajoute un niveau de comparaison supplémentaire, même si je ne suis pas ultra fan du ratio. Pour commencer, on peut regarder la valeur intrinsèque, donc les free cash flow per share. C'est vraiment ce à quoi on peut toujours se raccrocher en tant qu'investisseur long terme. C'est la réalité économique de l'action qu'on possède et c'est ce qui doit augmenter avec le temps si on veut que le prix, donc la valorisation, accompagne cette augmentation à long terme. Donc on voit que la valeur intrinsèque elle a explosé en 2021 notamment et qu'aujourd'hui depuis 2023 on est de retour à des niveaux de 2020. Donc ça c'est lié à deux choses principalement. Donc la première c'est déjà une forte augmentation des capex sur les dernières années. Donc ça pèse énormément du coup sur les free cash flow. Et deuxième point, c'est la variation du besoin en fonds de roulement. Et là, on a un peu un effet boomerang parce que quand l'activité a explosé en 2021, il y a eu du coup une pluie de commandes et donc de prépaiements. Et depuis 2023, forcément, le volume des commandes a baissé et on a une variation dans le sens inverse. Donc là, c'est vraiment forte amélioration du bilan et entre guillemets dégradation du bilan, même s'ils ont toujours un bilan super clean. Et si on retourne voir nos multiples de valorisation maintenant, on voit qu'ils bougent un petit peu dans le même sens et qu'on a des niveaux de valorisation très élevés aujourd'hui avec un price to free cash flow de 88. La variante avec les owner earnings, elle est quand même de 50 et un PER de 36.
Donc tout ça, ça nous dit que aujourd'hui l'action, elle, se paye cher et aussi que en 2022, on était vraiment pas très cher. C'était vraiment un super bon moment pour acheter cette action de qualité. Et du coup, voilà, pour conclure, on peut dire que l'action est relativement chère aujourd'hui, mais je dirais que c'est logique parce que on est face à un business d'une grande qualité avec un moat incroyable. Donc, on doit forcément payer une premium, un surcoût. Et même si tout finit plus ou moins par se voir, entre guillemets, quantitativement dans les chiffres, analyser les aspects qualitatifs, c'est vraiment aussi très intéressant. Donc, le business vraiment en profondeur, pouvoir apprécier le moat, la qualité du management, etc. C'est vraiment ô combien important quand on s'intéresse à ce genre d'action, d'entreprise, parce que je pense que toute la valeur de ces boîtes, justement, elle se trouve dans les aspects qui sont non chiffrés. On le voit qu'à long terme dans les chiffres, cette qualité. Alors, j'aime pas trop faire de prédictions, mais si je devais en faire une, je dirais que le fait que le secteur des semi-conducteurs soit aussi cyclique, ça devrait nous offrir des opportunités d'achat dans les prochaines années, on va dire, surtout si le marché n'est pas aussi euphorique qu'en ce moment. Donc, conclusion, il faut être patient. Moi, perso, je vais continuer à suivre l'action tranquillement et je vous ferai des updates de temps en temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'action ASML en commentaire si vous possédez l'action. Et moi, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!